Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Aujourd'hui, 1er novembre, c'est la fête de Toussaint, une occasion pour l'Église d'honorer ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ, censé porter de cette fête dans ce journal. La faiblanterie consiste à fabriquer ou vendre des outils ou ustensiles en fer blanc souvent ménagés. On ira dans un instant à la découverte de l'un des métiers les plus vieux au monde. Enfin, la gestion des ressources humaines n'est souvent pas une chose aisée alors que la performance du personnel dépend souvent de la qualité du chef d'entreprise. Il importe de savoir conduire ses employés. Ce 1er novembre, c'est la fête de Toussaint. Comme son nom l'indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l'Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. Cette fête est donc aussi l'occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté par les chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. Sens et portée de la fête de Toussaint dans ce reportage signé Reine Ouera. Célébrée tous les 1er novembre, la Toussaint est la fête de tous les saints. Elle symbolise un rappel de la mémoire de tous les saints, connus et inconnus, qui se sont consacrés à Dieu. Le sens de la fête de Toussaint, c'est de donner l'appétit à tous d'avoir envie d'être saints et de se mobiliser pour cela, en se disant, je suis là aujourd'hui, mais j'ai une histoire riche des gens qui ont été martyrisés, riche des gens qui ont traversé tout et qui sont arrivés, et je n'ai pas droit à la démission. Je vais continuer dans l'effort à m'identifier de jour en jour au Christ. Selon le curé Hubert Kerouidé, c'est une occasion pour cultiver la paix et le pardon. Dieu nous a pardonné. Son amour infini, il nous a envoyé son Fils qui n'a pas tenu compte de ce que nous faisons, mais qui est allé jusqu'au bout de son amour et qui s'est consacré à nous, qui s'est anéanti sur la croix, qui est mort, qui est ressuscité. Moi aussi, je dois laisser tout ce qui rend la vie difficile aux autres. Et je dois permettre d'être un lieu sans frontières d'amour et de générosité, de pardon, de don de soi. La célébration de la fête de la Toussaint offre généralement l'occasion aux familles de se souvenir de leurs défunts. Célébrée le 2 novembre, selon le calendrier romain, la fête des défunts est plutôt observée le 1er novembre, jour férié. Occasion pour se souvenir et communier avec les défunts. Ici, au cimetière d'Akwakwa, les préparatifs du 2 novembre, fête des défunts, vont bon train. Les petits groupes de personnes rencontrées viennent rendre propre la demeure éternelle de leurs parents. Je suis venu laver le tombeau de mon papa. Je vais souvent, mais aujourd'hui, là, c'est un grand bon jour pour moi. Mais les morts, ils sont partout, ils entendent partout. Mais le fait de faire le déplacement aussi, c'est un geste comme quoi on ne les a pas oubliés. On n'a pas oublié là où on les a enterrés. Oui, je suis déjà passée 2 jours avant pour entretenir, nettoyer, reprendre la peinture et tout. C'est le moment même de prier pour les âmes du purgatoire, parce que moi je suis catholique chrétien. Je crois aux âmes, aux défunts. Donc les âmes du purgatoire, c'est des gens qui sont allés et qui ont besoin de nos prières. En ce 1er novembre, plusieurs cimetières recevront la visite des parents et amis. Chacun s'y rendra pour fleurir les tombes de ses proches. C'est l'un des plus vieux métiers de Cotonou. Au moins une fois dans notre vie, il nous est arrivé l'envie de demander les services d'un réparateur de seaux, de bassines ou d'un fabricant de gouttières. Ce type de professionnel est appelé le ferblantier. Aujourd'hui, ce métier de la forge ne coupe plus les rues. Où sont passés les ferblantiers? Que devient alors la ferblanterie au Bénin? Et pourquoi cette situation? Heureusement, au marché Bégamé, où c'est l'un des derniers ferblantier Anoua Dadja est allé le retrouver, suivant ce reportage. Colporte, entonnoir,
arrosoirs, écumoires, cages, foyers et objets divers de différents prix qui sont exposés à la vente. Tout le secret de ces fabrications se trouve derrière, dans cette installation de fortune, située en plein marché. À l'aide d'un marteau et d'un segment de ferraille qui remplace l'enclume, cet homme pratique un type particulier d'activité de forge. Cela s'appelle la ferblanterie. Je ne viens pas pour battre le fer dans le feu, mais battre le tôle pour former quelque chose. C'est avec des boîtes de conserve, des tôles usagées et restes de ferraille jetés que Gabriel récupère qu'il produit ces objets. Celui-ci est ébéniste. Il a noué une relation d'affaires avec le ferblantier, une relation qui lui permet d'apporter des commandes à Gabriel afin de finaliser ses travaux de menuiserie. J'ai l'habitude de payer chez lui, par exemple des coulpottes, les fours, pour pouvoir faire des grillages de poulet, de poisson, des trucs comme ça. Maintenant, je suis venu juste lui demander tôle de carbure, parce que je veux former quelque chose. Ce monsieur est l'un de ses clients. Nous aussi, nous achetons et nous revendons. Quand on lui demande ce qu'il pense du métier, celui-ci se désole de l'attitude de la jeunesse. Si quelqu'un accepte de venir vers nous avec le souci de comprendre notre métier, pas de problème. Il n'y a pas que lui qui pense à l'abandon du métier par la jeunesse. Sincèrement, c'est la paresse. Jamais. Jamais. Même moi-même, je ne peux pas le dire à mes enfants de faire ça. Parce qu'il n'y a plus rien. Avant, il y a des choses, des tôles, des bassines, des seaux et de tout ça là. Et on utilise. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a le plastique. Donc, de trouver même le tôle aujourd'hui pour dire que tu veux former quelque chose, c'est difficile. C'est à 31 ans que Gabriel a appris la ferblanterie à l'aide de laquelle il nourrit femmes et enfants. Il n'a pas construit de maison, mais il ne s'en désole point. Parlons maintenant de la gestion des entreprises qui constitue un véritable casse-tête pour beaucoup de chefs d'entreprise. Selon certains spécialistes en gestion d'entreprise, la performance du personnel dépendrait des qualités de leur coach. Comment donc gérer ses employés pour favoriser l'essor de son entreprise? Alès Balogun, consultant en gestion d'entreprise, nous éclaire. Un leader, c'est quelqu'un qui doit être capable de gérer lui-même d'abord ses émotions, gérer d'abord son caractère, parce que tu diriges par exemple. Le leader doit pouvoir se gérer et maintenant il sera facile pour lui de gérer aussi son personnel ou de gérer ses collaborateurs. Un chef d'entreprise, c'est une personne qui a une vision et qui met ses visions en objectif. Objectif à long terme et objectif à court terme. Qui communique à son personnel pour dire voilà là où nous allons. Si le chef d'entreprise ne voit pas loin, comment est-ce que les employés peuvent voir loin? Vous devez comprendre que les collaborateurs, pour qu'ils puissent donner leur meilleur, il faut des systèmes en place. Un, c'est d'abord les fiches de poste. Donnez à chaque personne ce que vous attendez de la personne. Le cahier de charge bien défini. J'attends de toi telle chose et telle chose de façon claire. La deuxième chose après la fiche de poste aussi, c'est un système d'évaluation mensuelle. Le personnel doit être évalué à la fin du mois. On doit savoir est-ce qu'il a atteint les objectifs, est-ce qu'il a réalisé ce qu'on attend de lui. Si vous n'avez pas un système d'évaluation, vous allez mal gérer vos personnels. Parce que le système d'évaluation permet au personnel ou aux collaborateurs de savoir j'ai mal travaillé, je n'ai pas bien travaillé ce mois, je n'ai pas eu la note qu'il faut. Et une autre chose aussi, c'est que vous devez avoir une vision claire. Une vision à long terme, une vision qui inspire les collaborateurs. Et il ne faut pas juste donner des ordres aux gens, donner des instructions. Toi, fais ça. Toi, fais ça. Le chef d'entreprise aussi doit comprendre que le langage est capital. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des choses qu'on veut dire aussi qu'on doit savoir comment le dire. L'objectif, ce n'est pas s'exprimer. L'objectif, c'est atteindre un résultat. Donc, il ne faut pas dire je dis ça parce que je suis l'employeur. Vous n'êtes pas l'employeur. Vous êtes aussi employé par l'entreprise. L'entreprise est l'employeur de tout le monde. Celui qui est le promoteur ou le chef d'entreprise, il est aussi employé. Suivons à présent la nation en bref avec Arnaud Adadja.
Rentrée judiciaire 2022-2023 à la Cour suprême. C'était ce week-end. Une rentrée présidée par la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimé, et devant un parterre de personnalités dans le corps diplomatique. Elle est placée sous le signe de la rapidité dans les décisions de justice, ce qui signifie le terme « le temps de la justice ». Plusieurs décisions liées à des contentieux retenus au rôle ne sont pas encore rendues. Pour plus de célérité, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimé, a souhaité une réduction de la durée sans la violation des principes généraux du fonctionnement de la justice ainsi que des droits des parties. Le top a été donné samedi à l'université d'Abomey-Calavi. C'est le recteur Félicien Avlessi qui a ordonné la reprise des activités académiques au titre de l'année 2022-2023 en présence de tout le conseil d'administration, des représentants des enseignants, des chercheurs et même des administratifs. À l'issue de cette année académique, l'équipe dirigeante devrait disposer de cartes d'offres de formation unifiées et dépouillées de doublons, avoir renforcé la sécurité des campus, redynamiser le renforcement de capacités pédagogiques du personnel par le CEPIAC, renforcer l'effectif du personnel administratif technique. À ces actions s'ajoute le bitumage de la rue Édouard Adjanaou et la construction d'un bloc de recherche. Les engins à 2 et à 3 roues ne doivent plus circuler n'importe comment sur le territoire de la commune de Karimama. Le maire Issifou Soulé Sambo Saï, à travers un arrêté, a réglementé la circulation de ces engins. Ainsi, de 22h à 6h du matin, aucun motocycliste ne doit circuler. Il en est de même des tricycles. L'arrêté du maire impose des fouilles des forces de défense et de sécurité à toute personne en circulation durant la tranche horaire, outre les moyens interdits. Hors du Bénin, la mangrove ne cesse de perdre du terrain au Gabon où 70 hectares ont été détruits au cours de ces 3 dernières années au nord de Libreville. Une disparition qui s'accélère malgré les alertes des organisations de défense de l'environnement et les règles fixées par le gouvernement. En cause, la construction de nouveaux logements et d'hôtels, une situation qui impacte déjà l'environnement et l'économie locale, notamment la collecte de crustacés. À une vingtaine de kilomètres au nord de Libreville, le petit village du Cap Estérias, au milieu des mangroves, Yann et son frère recueillent ce matin-là les pièges à crabes posés la veille. Oui, bon crabe. Ici, les habitants vivent essentiellement de la pêche artisanale, une activité aujourd'hui en péril. En cause, la pression immobilière qui détruit l'écosystème de reproduction des crustacés. Conséquence, les crabes ont quasi disparu. Avant, même derrière la maison, tu pouvais avoir les crabes. Tu mets tes 15 caisses en moins d'une heure de temps, tes 15 caisses sont attrapées. Mais aujourd'hui, comme vous voyez, tout est déblayé. Même si on laisse 20 caisses là, vous allez partir, la journée, vous allez revenir, il n'y aurait plus les crabes. Pourquoi? Parce que le soleil tape les caisses. Il n'y a plus la mangrove comme il faut. Face à la disparition annoncée de la mangrove, les bénévoles des ONG comme Landry mènent de vastes campagnes de reboisement. Ce jour-là, ils sont sur ce site de la rive est de l'estuaire. Sous les palétuviers, ils recherchent des semences qu'ils vont replanter pour faire repousser la mangrove et sauver leurs crustacés. Pourquoi on veut reboiser? Premièrement, c'est pour limiter l'urbanisation anarchique. C'est pour limiter les spéculations foncières qui s'étendent sur plusieurs kilomètres ici, sur un plan économique, mais aussi sur un plan environnemental. C'est pour pouvoir permettre à ces espèces qui dépendent de cette mangrove de pouvoir se reproduire. Face à la disparition annoncée de ce riche écosystème, les autorités gabonaises renforcent les mesures pour contraindre les promoteurs immobiliers à réaliser des études d'impact environnemental avant de construire près des mangroves. On a aujourd'hui une brigade qui a été mise en place ici et avec l'appui des ONG, ça permet aujourd'hui à beaucoup de gens d'être des donneurs d'alerte et on continue de sensibiliser. On prend aussi un certain nombre de mesures par rapport à certaines personnes qui récidivent ou qui n'obéissent pas aux injonctions qui leur sont faites.
Malgré ces dispositions légales, le littoral gabonais continue de perdre sa mangrove, alors même que le Code de l'environnement et particulièrement son article 64 interdit la construction de bâtiments sur des sites naturels sensibles ou proches des rivages. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.